va passer maintenant au Togo. On va évoquer donc le sujet de la recomposition de la Cour constitutionnelle. Togo Debout a saisi l'ONU. C'est une longue lettre, je l'ai mis en caractère 12, mais ça tient pratiquement sur 3 pages. Il a écrit, le Front citoyen Togo Debout a écrit au secrétaire général des Nations Unies. Je lis juste quelques parties du courrier. En effet, parmi les réformes tant voulues par le peuple togolais, la recomposition de la Cour constitutionnelle a été préconisée par la feuille de route de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO du 31 juillet 2018. Elle fut traduite en termes par l'Assemblée nationale togolaise qui a adopté la loi modifiant la Constitution. 6 mois après la révision de la Constitution, cette loi n'est toujours pas mise en œuvre dans la mesure où les 9 juges composant actuellement la Cour constitutionnelle ont été nommés sur la base de la loi fondamentale modifiée en 2002. Pourtant, le programme des Nations Unies pour le développement entreprend d'apporter un appui à un plan stratégique adossé au plan d'action quinquennal présenté par la Cour, dont la composition ne répond plus aux dispositions de la Constitution. Bon, Chris Sega, on va aborder ce sujet-là, mais moi je voudrais qu'on l'aborde peut-être sous un angle plus pratique. C'est vrai que tout le monde crie, il faut recomposer la Cour constitutionnelle, c'est un fait dans la Constitution, mais comment on le fait à l'heure actuelle où nous sommes? J'ai essayé de fouiller un peu sur le sujet et je me rends compte qu'on ne peut pas dissoudre la Cour constitutionnelle. On ne peut pas les démettre, ils ne peuvent que démissionner. Oui, voilà justement. On peut les obliger à démissionner. Mais qui va les obliger à démissionner? Laissons Chris répondre à la question. On va y aller, on va faire une certaine discipline sur le plateau, je vous en prie. Parce que ça me revient souvent, les gens nous disent quand ça parle trop dans tous les sens, ils ne comprennent plus rien. Surtout quand... Donc je vous en prie, c'est tout le monde. On va essayer d'aller dans l'ordre. Chris Sega a la parole. Bon, voilà, merci, j'ai la parole. J'espère que je vais la garder au moins pour 1 minute pour dire que... Et vous savez, tu as fait une belle analyse de la chose. Je crois que ça a été mon analyse aussi. Je me suis dit que, vous savez, une réforme comme ça, comme celle qui vise la Cour constitutionnelle, ne se fait pas au pif. C'est une réforme de fond. Et je crois que nous sommes pratiquement à 3 ou 4 mois des présidentielles. Et c'est vrai, on me dira que c'est la Cour suprême qui, il y a quelque temps, avait été au manège lorsqu'il s'agit des élections communales. Mais je me demande en quoi, fondamentalement, la Cour constitutionnelle dans son... La Cour suprême qui était aux manettes lorsqu'il est question des municipales. Et on a vu que, moi, c'est ce que j'ai vu en tout cas, que la Cour suprême avait fait du bon travail. Je crois que lorsque la feuille de route, ce qui avait été recommandé par le collège des chefs d'État avait recommandé cela, on aurait pu commencer un peu plus tôt. Mais à un moment donné, on a constaté qu'il y a un mutin total sur le sujet, personne n'en parlait plus. Et puis, on est allé au communal, on est revenu, et c'est, je crois, 2-3 mois plus tard que lorsque nous sommes dans le dernier virage, même vers les élections présidentielles, qu'on a sorti, on a sorti. Moi, ce que j'aimerais poser comme problème parfois, où se trouve en fait le problème politique du Togo? Est-ce que c'est la Cour suprême? Est-ce que c'est qui crédibilise le processus électoral? Où se trouve le problème? Est-ce que ce sont les fichiers? Mais nous sommes allés, par exemple, au communal avec les mêmes fichiers. Maintenant, pour le problème de la Cour suprême, en quoi la Cour suprême constitutionnelle, dans sa mouture actuelle, dérange fondamentalement le processus électoral au Togo? Je crois que je voudrais aborder le sujet. On va pas revenir sur ça parce que je l'ai écrit ici. Dimas, comment on la recompose? Parce que tout le monde dit oui, il faut la faire, mais personne ne dit concrètement comment on le fait. Je pense que si la solution était aussi facile que ça, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gouvernants ne pouvaient pas la mettre en œuvre rapidement. Non, il y a quelque chose de compliqué là-bas. Les politiques nous trouveront la solution. Mais moi, je voudrais qu'on revienne sur la valeur de cette lettre, sa portée. Quelle est la portée réelle de cette lettre? Étant donné d'ailleurs que ce ne sont pas les partis politiques qui
qui logiquement s'impliquent dans l'organisation de cette élection, qui ont pris le devant des choses, c'est une partie de la société civile. Alors, quelle est la portée de cette lettre? Quelle est sa valeur intrinsèque? Est-ce que c'est une lettre d'information au secrétaire général des Nations Unies? Ça s'arrête là. Est-ce une saisine en bonne et due forme? Est-ce qu'ils ont la qualité de saisir les Nations Unies? Quelle entité des Nations Unies ont saisi? Est-ce le Conseil de sécurité des Nations Unies? Est-ce l'Assemblée générale? Quelle est la portée de cette lettre que la société, une partie de la société civile veut adresser aux Nations Unies. Et donc, si on a la réponse à tout ça, on verra que c'est une campagne médiatique qui ne dit pas son nom et ça s'arrête là. Ambroise Pondio, je pense que je n'ai pas encore eu la réponse à ma question. Comment la recompose? Il y a peut-être Ambroise à la solution. Non, il faut que les juges là démissionnent. Oui. En fait, non, Ambroise à la solution. En fait, le problème de la Cour constitutionnelle, de sa dissolution, d'abord se trouve en elle-même. Dissolution? Non, oui. Parce qu'elle ne peut pas être dissoute. C'est-à-dire que le renouvellement des membres. Recomposition. Oui, le renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle. La Cour peut surtout saisir et le faire par rapport à la nouvelle constitution qui a été adoptée. Parce qu'il y a une nouvelle constitution qui a été adoptée et qui est en vigueur d'ailleurs. Et si nous avons une nouvelle constitution qui est adoptée et qui recommande que la Cour soit recomposée, la Cour doit s'auto-saisir pour opérer. Oh oui, il y a une nouvelle constitution qui est en vigueur. Qui a recommandé? Non, il y a une nouvelle constitution qui est en vigueur, qui limite le mandat à 2. Ou bien, et c'est dans le même ordre de la feuille de route de la CEDEAO qu'on demande de recomposer. Oui, ça y est, il est question de la Cour constitutionnelle. La CEDEAO étant une institution supranationale qui s'est retrouvée dans un pied d'accord, demande à la Cour de se le composer. Tant que les autres éléments, certains éléments de la feuille de route ont été respectés, je trouve normal que la Cour aussi puisse être faite. Et l'Assemblée nationale peut, à travers un courrier, demander à ce que la Cour soit recomposée. C'est vrai que la Constitution est au-dessus de toutes les lois, en plein interne, dans le corpus juridique. Oui. Mais il y a une feuille de route qui court, qui n'a pas encore fini son jeu, qui demande à la Cour de s'auto-saisir et de remettre le tablier à l'Assemblée qui renvoie au gouvernement pour qu'il y ait recomposition de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est un. De deux, revenant à la problématique posée par Chris Ega, en disant que qu'est-ce qui gêne ou quelque chose comme ça par rapport à... est-ce moi, que je voudrais qu'on aborde seule... cette problématique après, mais on n'a pas... Il faut qu'on puisse peut-être bien aborder la recomposition, parce que vous avez dit... Il y a une feuille de route. Oui, attendez. La feuille de route est arrivée. Oui. Je vais rappeler juste le cas. On a eu ce gros feuilleton sur la Commission électorale nationale indépendante. Mais tout le monde s'est rendu compte que personne ne pouvait démettre ceux qui sont là. Il faut qu'eux-mêmes, ils écrivent pour dire « je démissionne ». La Cour? Non, je parle de la CENI. Oui. C'est le même problème qui se pose avec la Cour. Moi, j'ai fouillé le sujet et je suis allé jusqu'à regarder la loi organique de la Cour. Et je pense que c'est à son article 6 dit « c'est pas démission ». Ils écrivent, le juge qui veut démissionner écrit à la Cour, lui signifiant qu'il veut démissionner et il est pourvu à son remplacement. Donc, il n'est pas possible, quelle que soit la gymnastique qu'on fait, de la démettre. Oui, sauf qu'ici, la feuille de route se trouve comme étant un accord supranational. Oui, mais moi je refuse pas. Comment on la met en pratique, justement? Mais est-ce que c'est... On ne peut pas prendre un acte, c'est pas l'acte le plus suprême, je ne sais pas ce que c'est, mais pour la démettre. Oui, je l'ai dit que dans le corpus juridique, dans la hiérarchie des normes, la Cour suprême, et la Cour constitutionnelle, et la Constitution était la norme suprême au plan interne. Donc ceux-là qui incarnent, c'est-à-dire que le contrôle de constitutionnalité, ceux qui incarnent ce contrôle de constitutionnalité, c'est eux, mais ça ne les disculpe pas de tout. C'est en cela, je dis, qu'ils peuvent eux-mêmes démissionner au vu de la nouvelle monture constitutionnelle. Vous pensez qu'ils doivent eux-mêmes le faire? Ils doivent eux-mêmes le faire, parce que la Constitution est déjà rentrée en vigueur. Au vu de cette actualité, de cette réalité, eux-mêmes, ils doivent se démettre. Mais il y a un point aussi important. Alors, ceux-ci disent, par exemple, qu'il faut recomposer la Cour, si je lis... il faut recomposer la Cour en respectant les termes de la nouvelle Constitution. Et je rappelle que si on doit respecter ces termes, il faut que le Sénat soit opérationnel, parce que le Sénat doit élire deux des
sages de la Cour constitutionnelle. Voilà un point que personne n'évoque. Je crois que moi, je vais même aller un peu plus loin que ça. Parce que aujourd'hui, même si, comme tu le dis, même si la Cour, si les juges de cette Cour-là se démettaient, on ne peut pas on ne peut pas créer, recomposer cette nouvelle Cour. Totalement parce que les conditions ne sont pas réunies. Ça ne peut être, la recomposition ne peut être que par un acte politique, pas des négociations. Je crois qu'en principe, c'est de cette façon-là qu'on peut aborder le sujet. Parce que nous sommes dans une perspective des élections et je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les textes ne nous permettent pas, ou bien les dispositions légales ne nous permettent pas d'aller à la recomposition. On ne peut pas utiliser les textes existants. Et cette cour-là aussi pose problème actuellement. Oui. Bon, on va revenir sur ça. Je crois qu'on va revenir sur ça. Mais c'est que ça ne peut être que par un acte politique. Or, maintenant, qu'est-ce qui se pose? C'est une partie de la société civile qui saisit l'ONU. Mais l'ONU ne peut se fonder que sur les textes au Togo, en vigueur au Togo, pour accéder à leurs revendications. Mais ce n'est même pas possible. Mais ce qui n'est pas possible, étant donné... Il y a une feuille de route. Oui, il y a une feuille de route, mais seulement toutes les instances qui sont impliquées dans cette recomposition-là ne sont pas prêtes. C'est vrai que nous sommes allés au communal, mais nous n'avons pas encore mis sur pied dans la composition, le président de la République nomme deux. Deux ça sont c'est élus possible. par la chambre basse, c'est-à-dire le Parlement. Oui, et deux ça par c'est la possible. chambre haute, le Sénat. Or, Ça, le Sénat c'est impossible. est composé par les élus qui sont là, donc qui doivent nommer, je pense, les 2 tiers. Et le président nomme le tiers pour faire le Sénat. On n'a pas encore le Sénat. Et les 3 restants, un vient de l'ordre des avocats, un vient des professeurs et un autre vient des universitaires. Oui. Alors, si on veut vraiment faire les choses selon la Constitution, on doit avoir tout cela mis en place d'abord. C'est tout à fait normal. Je disais tout à l'heure que si c'était facile à mettre en œuvre, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gouvernants n'allaient pas mettre cela en œuvre rapidement. C'est parce que il y a ces points d'achoppement. Non, c'est pas question d'agenda caché. Ici, c'est à l'impossible, nul n'est tenu. Hein? Dans le droit, c'est clair. À l'impossible, nul n'est tenu. Vous n'allez pas prendre le chef de l'État, vous n'allez pas le prendre pour se substituer à la place du Sénat, et se substituer au Sénat pour nommer ceux qui reviennent au Sénat. Voilà. Et donc, c'est à l'impossible. Mais cette cour-là ne peut pas proclamer. Tout le monde sait. Et là, tout le monde sait que... Tout le monde sait que quand il y a un accord politique, ça met entre parenthèses les lois, les textes qui gouvernent le pays. Mais ici, c'est que l'application de cet accord se confronte à une impasse. Et cette impasse doit être solutionnée d'abord avant qu'on ne puisse mettre en œuvre cet aspect. Et donc, cette cour est là, légale, et doit prononcer, et peut et doit prononcer les résultats des élections, les résultats finaux. Maintenant, Ambroise, un point important. Tout le monde dit, et je vais lire cette partie-là, j'espère bien la retrouver, dit cette Cour dont la composition ne répond plus aux dispositions, connaissant le rôle majeur que joue la Cour dans le processus électoral, il est impératif d'exiger de notre point de vue sa totale conformité à la Constitution avant de mettre en œuvre toute autre stratégie. Alors, on parle de cette Cour-là. En quoi le juge Aboudou Assouma, le professeur, l'ancien président de l'université, son nom échappe, Hadji, tout ce monde-là, en quoi tout ce monde n'est pas fondé à proclamer les résultats et que c'est une autre Cour qui lui est transmis, recomposée selon la Constitution. Quand on lui transmet un résultat, vous pensez qu'il va y avoir un miracle là-bas? Un miracle, voilà. Vous savez, d'abord, c'est un débat hautement juridique et qui draine des passerelles politiques. Parce que quand Chris disait que seul un accord politique peut régler le problème, je suis d'avis dans ce sens. Et d'ailleurs, les élections sont un élément fondamental dans le socle du fonctionnement démocratique de tout pays. Et s'il faut y aller dans ce sens, moi je dis, en prenant en compte ce que Dimas a dit, que la Cour peut proclamer, cette Cour n'est pas légitime pour proclamer
les résultats... Vous dites? Oui, les résultats d'une élection présidentielle dans ce contexte. Parce que je dis, pourquoi je dis ça? Il y a un accord politique, pratiquement, qui n'a pas été respecté en détail. Je parle de la feuille de route. Et si on veut suivre les règlements de cette feuille de route, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées. On a l'impression que le pouvoir a pris ce qui l'arrange et laissé les autres. Maintenant, le pouvoir même s'est pris dans un engrenage. C'est là où je voudrais en venir. L'engrenage, c'est de laisser cette cour-là aller jusqu'à proclamer les résultats et que les résultats soient contestés. Sur des bases juridiques. Les résultats ont toujours été contestés, ça ce ne sera pas du nouveau. Cette fois-ci, justement, ce ne sera pas du nouveau. Dans un autre angle, dans un angle juridique, ce résultat sera contesté. Parce que la feuille de route recommande qu'il y a une nouvelle cour constitutionnelle qui n'a pas été recomposée. Et la même, c'est sur la base de cet accord que les élections seront organisées et que les deux tours seront organisés. Les deux tours n'existaient pas. Sur quelle base on va aux deux tours? C'est sur le même accord politique et c'est sur le même accord politique qu'on demande à ce qu'on c'est selon la Constitution. Justement, c'est ce que je dis. On a pris en compte cet aspect de l'accord. C'est ce que je dis. Ben c'est ça. Oui, et la Cour constitutionnelle, elle devient quoi? Il y a une impasse. Permettez, moi je comprends le pouvoir. Ce que Ambroise essaie de dire, c'est que je demande si on a mis en œuvre la Constitution en organisant l'élection à deux tours, on devait la mettre en œuvre en recomposant la Cour constitutionnelle. Mais en même temps, c'est pourquoi je dis le pouvoir s'est mis dans un engrenage. Figurez-vous que pour faire les deux tours, on n'a pas besoin d'un acte. Voilà. Mais pour la Cour, il faut forcément qu'un acte soit posé. Oui, c'est en cela que j'ai dit. C'est ça. C'est en cela que je dis. Non, j'ai compris Dimas, quand il faisait son développement, Dimas aussi, il avait été très prudent en faisant un développement d'ordre juridique. Il encadrait tout ce qu'il disait par des éléments juridiques. Chris a sorti l'élément politique qui disait un accord politique peut sortir le Togo de cette impasse. Et c'est une impasse. C'est en cela que je dis, je ne sais pas si les Natchaba, les salles des barges ont vu ça venir. C'est pourquoi je dis, à moins que quelque chose soit caché derrière. Mais eux, ils ont fait un bon débat, une bonne analyse sur la situation. Quand le débat sonne le juridique, il ne faut jamais parler de faire le moi. C'est-à-dire que le moi n'existe plus quand il s'agit de... Ça, j'ai suivi certains de nos aînés, ou pas aînés, ou ceux qui maîtrisent le droit, ont fait des débats qui m'ont ahuri. Mais j'ai aimé le fait que nous posions le problème sur deux pentes. La pente politique et la pente juridique. Actuellement, on dira qu'il faut laisser ce débat aux juristes. Nous, on l'est aussi un peu. On peut en débattre. Mais le volet politique devient important quand il va s'ouvrir une discussion entre les acteurs politiques. D'accord. Chris, est-ce que vous arrivez à cerner comment la recomposition de la Cour pourrait impacter les résultats qui seront transmis à la Cour constitutionnelle pour proclamation définitive? Je crois que j'ai failli aborder même cet aspect des choses et vous l'avez remis à plus tard, justement. On en vient et c'est pour dire que il est ici, c'est un processus qui aboutit devant la Cour constitutionnelle. On transmet les résultats à la Cour constitutionnelle. Mais le problème, c'est que la Cour constitutionnelle proclame les résultats venus d'ailleurs. Oui. Tu posais justement la question de savoir tout à l'heure, qu'est-ce que la Cour suprême va faire des résultats qui lui est transmis? Ça, c'est un cas. Mais il y a un deuxième cas, c'est que lorsque la Cour constitutionnelle est saisie, par exemple, sur les questions d'irrégularité, la Cour constitutionnelle peut lui arriver aussi d'invalider. Je crois que c'est cet aspect... Le contentieux électoral est connu par la Cour constitutionnelle. Voilà. Au niveau de la présidentielle. De la Cour c'est constitutionnel. Je crois que c'est surtout cet aspect des choses. Sinon, c'est vrai que si on transmet, la Cour constitutionnelle proclame, la question ne se pose pas. Seulement, depuis toujours au Togo, les résultats ont été toujours contestés. Et lorsque donc, les résultats... Oui, donc je sais que ça, c'est du factuel. C'est ça, c'est les faits. Maintenant, lorsqu'il y a contentieux, qui est-ce qui connaît ces contentieux? Je crois que c'est l'institution habilitée, c'est la Cour constitutionnelle. Et je crois que c'est ça qui semble poser problème aux contenteurs du régime qui estime. Mais moi, je pose encore une autre question. Aujourd'hui, si le Sénat est mis sur pied, parce que dans tous les pays, je prends par exemple le cas des États-Unis, la Cour constitutionnelle, il y a toujours question de majorité. Et aujourd'hui, la majorité, c'est plutôt du côté des républicains. Et c'est comme cela que ça se passe. On ne peut pas dire qu'on va avoir une Cour constitutionnelle qui soit
moitié-moitié. Parce que c'est dangereux aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, c'est... Non, de toute façon, c'est toujours impair. Oui, c'est impair. Pourquoi c'est fait de façon impair? Au Togo, c'est neuf. C'est justement pour que cette cour-là ne soit pas arrivée à un stade où elle ne soit pas en mesure de trancher. Oui, je ne conteste pas le caractère impair. Et lorsque je prends le cas... Il y a une majorité. Oui, c'est question de majorité. Bon, prenons il peut y avoir aussi la alors la chose de cette façon. Parce que c'est une institution... S'il vous plaît, je voudrais alors là démontrer que le pouvoir en place n'a aucun intérêt à retarder la recomposition de la Cour constitutionnelle. Je vais le dire alors. Je vais le dire. Parce que lorsque vous prenez le Sénat... le fait de retarder... Lorsque vous prenez le Sénat, qu'est-ce qui est... Quand tu prends les différentes institutions qui interviennent dans la nomination des juges, vous allez des juges de la Cour constitutionnelle, vous allez vous rendre compte que, a priori, vu les faits, dont nous disposons aujourd'hui, le Sénat... Qui sont ceux qui sont majoritaires au Sénat? Et le Sénat va nommer 2 juges. Honnêtement, je crois que déjà, le pouvoir ce Sénat ne peut pas nommer des de l'opposition. Puisque le Sénat, au Sénat, uni est majoritaire. Lorsque vous prenez pratiquement toutes les institutions, le président ça, c'est une institution budgétivore. Moi, je vais toujours contester. Non, le débat n'est pas à ce niveau. Un petit pays comme le Togo, on n'a pas besoin de Sénat. Non, on n'a pas besoin. L'Assemblée, on n'a pas besoin. Qui sont ceux qui sont majoritaires? C'est des pays de dictature qui font ça. Ça fait déjà 6... Je voudrais dire que le pouvoir n'a aucun intérêt à retard. Le cas de figure va sur majoritaire. Au niveau du... Déjà 2 à l'Assemblée, 2 pour le président, ça fait 6 sur 9. 6 sur 9, est-ce que maintenant le pouvoir s'il n'y a pas un intérêt derrière à retarder la reconduction de la c'est Cour? quoi? Ça n'a pas de sens. Quand je dois envoyer... Non, plutôt, pourquoi ça tarde? Ambroise, non, mais c'est l'évolution il y a de l'impasse devant. C'est l'évolution. Qui s'est mis dans l'impasse? Qui a créé l'impasse? Non, mais n'oublie pas que c'est les jeux politiques qui les ont mis dans un engrenage. Je l'ai dit, que le pouvoir même s'est mis dans un engrenage. On va écouter Dimas. C'est ça. Et vous aurez la parole, oui. Dimas. S'il faut donner quelque chose par la main droite et reprendre par la main gauche, je ne vois pas pourquoi je vais avoir peur de lâcher ça. Ce n'est pas possible. Quoi qu'il en soit, ça me revient toujours. Et donc, on ne peut pas m'accuser de mauvaise foi parce que, après tout, ça revient toujours à moi. Hein? Et donc, dire que le pouvoir, par d'autres calculs ou quoi là, ne veut pas qu'il y ait ce nom, il a suffisamment démontré que, quoi qu'il en soit, ce Sénat ne fait pas, cette nouvelle constitution ne fait pas peur au pouvoir, parce que ça ne peut en aucun cas changer la majorité qu'il aura. Voilà, et donc le problème ne se pose pas. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a une institution de l'État qui doit jouer sa partition et qui n'est pas encore fonctionnelle. Et c'est tout le problème. Et là, on doit comprendre ça. Ça peut être fonctionnel d'ici fin décembre, pourquoi pas? Trop. On ne peut pas dire que c'est impossible. Non, on ne peut pas dire que c'est impossible. Maintenant, trop de calculs politiques. Oui, en demandant, l'envoi dans le brouillard. Ambroise, quand l'opposition, la société civile proche d'elle, demande cette recomposition, est-ce que c'est qu'elle est sûre d'être majoritaire là-dedans? Non. Le débat n'est pas là. Ça y est, c'est les gens qui posent... Oui, parce que tout le contentieux... c'est les gens qui posent un débat légaliste. Un débat qui est conformiste et légaliste. Ça y est, la Cour doit fonctionner pour que... On respecte la Constitution. Oui, tout comme les gens demandent la recomposition de la CENI. Vous pensez qu'il n'y a aucune arrière-pensée dans cette demande? Non, parce qu'il y en a qui demandent... Si c'est un débat légaliste. Qui s'en pose un problème? Est-ce que la société... Que les gens... Pourquoi les gens... Il y a certains qui demandent la recomposition de la CENI, la Cour constitutionnelle, d'autres qui parlent de fichiers. Tout ça rentre dans le corpus électoral. Tout ça là parle du cadre électoral. Et des gens ont demandé même la refonte du cadre électoral. Je lisais quelque chose, il semble que le pouvoir appelle à quoi, je ne sais pas. Non, demain, il y a une rencontre initiée par le ministère de l'Administration pour faire le point du processus et tout. Ce processus, il faut l'arrêter. C'est extraordinaire. Comment ça, il faut arrêter quel processus? Moi, j'ai la parole. Je suis d'accord pour le respect. Il y a un vide constitutionnel. Pour le respect de. Non. Je ne suis même pas pour ça. Que les élections se déroulent en février. En même temps. Mais il faut qu'il y ait une discussion urgente
pour élaguer des problèmes. Il y en a tellement. Discussion Oui, je ne peux pas parler de dialogue. Discussion veut dire, asseyez-vous tous, on va se regarder dans les yeux. C'est pas ça le dialogue. Ils ne l'ont jamais fait. C'est pas ça le dialogue. Non. Ce dialogue avec intermédiaire là. Non. Mais qui est-ce qui a demandé le dialogue avec intermédiaire? Tu te rappelles? Je me rappelle, je te pose la question. Oui, je veux te répondre. Qui Ornasinga avait demandé un dialogue dans ce pays. Autant de Tipi Adjadam. Mais quand le dialogue est venu, ils ont fait le dialogue. Maintenant, l'opposition a demandé. dit ici qu'on aurait pu l'être. Laissez-moi aller là. Le dialogue de Togo Télécom. Laissez-moi aller. Qui était le président de. Quand ça chauffait là, c'était les gens pouvaient tenir le dialogue. C'était Patrick Lanson. On lui demandait simplement de convoquer la réunion pour discuter de tout ce. Est-ce qu'il a refusé? Il n'a pas refusé. Oui, justement, il a refusé. Comme nous parlons du débat sur la Constitution, la Cour constitutionnelle. C'est ça. Moi, je dis que le problème, trop de calculs, quand vous faites trop de calculs, vous rentrez dans un brouillard. Je parle du pouvoir de Faure Gnassingbé. Le pouvoir calcule quoi? Ce qu'ils ont fait en 2002, qu'ils ont répété tout récemment, c'est un calcul qui voudra avoir en toute acquise l'Assemblée nationale pour faire les lois. Messieurs, la loi sur la liberté publique. On est arrivé à la fin. Nous sommes là. Et maintenant, ils sont rentrés dans un engrenage. Merci, ils ne peuvent pas sortir. Ambroise, c'est ça. Merci Chris Sega. À partir du moment où les juges. Merci. Vivement qu'ils entendent raison. Cette cour est opérationnelle. Qu'ils entendent raison. Les gars.